Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, une heure de débat sur l'actualité politique évidemment, mais pas seulement, économique aussi du jour. Les grandes questions qui nous intéressent en ce moment, c'est parti. Donc, autour de la table, Cédric Guérin. Salut Cédric. Salut Stéphane. Entrepreneur, Erwan Lenon. Salut Erwan. Hello. Associé Altermind et Nicolas Marquez. Salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari qui s'occupe notamment de l'audit des politiques publiques. Mais on va parler largement de ce que vous avez fait sur la compétitivité, c'est intéressant. Enseignement des législatives, j'en sais rien, question très ouverte. Allez Erwan, je commence avec toi. Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est la question que je posais aussi hier. Il y a tellement de portes d'entrée que je vous laisse un peu libre. D'abord, l'abstention. C'est assez banal de le dire, mais l'abstention est extraordinairement forte. Et donc, moi, j'ai, à côté de mon activité professionnelle, la chance d'être au conseil scientifique de la Fondapol, qui est dirigé par Dominique Régnier. Qui était là hier. Exactement. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille sur des sujets qui, en gros, expriment la lente décrépitude de l'esprit démocratique dans ce pays. Et l'abstention d'hier a une raison un peu conjoncturelle qui est la conséquence, ça arrive juste derrière l'élection présidentielle, mais c'est aussi le reflet d'un phénomène beaucoup plus structurel d'affaiblissement de l'esprit démocratique en France que je trouve très inquiétant. Non, mais allons-y. Alors, ce que m'a dit Dominique hier, je l'ai trouvé assez pertinent, évidemment, comme tout ce qu'il dit, c'est de dire, en fait, on dit à l'abstention, et puis on s'arrête. C'est pas un sujet. Non. C'est jamais un sujet. C'est-à-dire, c'est comme dirait Bouvard, le dictionnaire de Bouvard et Pécuchet, abstention, s'en alarmer. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. Exactement. Or, c'est révélateur de quelque chose. Parce que, comme le dit Dominique, si on cumule, je crois, les 42 métropoles, c'est ça Non, alors moi, je vais dire l'abstention, le vote blanc, le vote extrême, enfin, on a en gros des gens qui, d'une manière ou d'une autre, expriment un vote à 75% de l'électorat qui dit que aujourd'hui, l'offre politique ne lui convient pas. C'est ça. Qui gouverne. Ce qui est quand même pas très sain dans une démocratie. Alors certes, il y a des gens qui sont pas allés voter parce qu'il faisait beau, il y a la pêche, il y avait peut-être un match de rugby ou un match de foot à regarder, mais c'est pas le cas. Les enquêtes montrent qu'il y a une abstention de protestation et comme effectivement la balayer d'un trait de la main en disant il y a eu 52% d'abstention. Plus de 50%, oui, voilà, c'est ça. Et on passe à côté de ça. C'est problématique parce que ça pose des questions sur non pas sur la légitimité des personnes qui sont élues, parce qu'ils sont élus sur le processus démocratique, mais sur leur vraie capacité à gouverner. Comment pouvait Emmanuel Macron ou LR Ensemble en Marche qui arrive avec 25%, 26% des voix au premier tour, c'est 26% de 50% des gens qui sont allés voter. Donc ça vous donne pas une capacité très forte, quel que soit le parti qui soit arrivé en tête, ça vous donne pas une capacité forte à réformer le pays ou engager vos politiques, quelles qu'elles soient. Donc ça pose des questions sur le fonctionnement démocratique, effectivement, qui sont pas très saines, qui sont assez inquiétantes, parce qu'à côté, vous avez... Le problème, c'est qu'on sait absolument pas... Alors, est-ce que, j'ai vu nulle part, mais moi ça m'intéresse quand même, t'as eu du fait de la création de la NUPES, une raréfaction de l'offre politique. Pour le dire clairement, je pense qu'il y a pas mal d'électeurs socialistes qui n'avaient pas envie de voter Mélenchon, et pour qui il était hors de question de voter Macron. Peut-être même, tu vois, Yannick Jadot, je ne sais pas pour qui a voté Yannick Jadot, je ne suis pas sûr qu'il ait voté Mélenchon, et sans doute... Donc, peut-être que ça joue aussi dans la montée très violente quand même de ce chiffre d'abstention. Ça joue certainement, mais ça... C'est pas pour ça. Enfin, ça explique, mais ça rassure pas. Je comprends. Ça veut dire que on a une partie de l'électorat français qui aujourd'hui, ces gens-là, par exemple, n'ont pas d'offre électorale qui leur correspond. Donc, ils préfèrent ne pas choisir. C'est une démocratie dans laquelle les gens font la grève des urnes, ils préfèrent ne pas choisir leurs dirigeants. C'est pas une démocratie qui va bien. Nicolas ? Ouais, je pense que c'est pas une démocratie qui va bien. Et quand on se projette... Mais on peine à trouver des solutions. Hein. On peine à trouver des solutions. Et moi, personnellement, j'ai une inquiétude, c'est qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, parce que finalement, les deux partis traditionnels du gouvernement de la Ve République sont en très mauvais état ou mauvais état. Mort pour le Parti socialiste. Pour LR, l'état de décrépitude est avancé, même si le résultat qu'on a vu là est
est moins mauvais que ce que certains craignaient. Et concrètement, il y a une promesse nouvelle en marche qui s'est incarnée par un président, mais qui ne s'est pas incarnée par un appareil qui s'est construit, qui ne s'est pas incarnée par un appareil qui rayonne dans le pays, qui ne s'est pas incarnée par un appareil qui s'est enraciné. C'est la responsabilité du président, ça, Nicolas. C'est toujours très difficile. Si tu mets ça, ce que tu viens de dire, avec le Conseil national de la refondation, avec ses multiples commissions, grands débats, dialogue direct, etc., tu te demandes comment il le considère, en fait, le Parlement, le président de la République. Oui, il y a un vrai sujet qui s'est peut-être accentué là, mais qui est structurel. Quand on regarde la façon dont travaillent nos parlementaires, qui sont des gens très méritants, qui bossent tous 70 heures par semaine à minima, qui ont tous des toutes petites équipes qui bossent énormément. Et quand on compare ça par rapport aux Américains, un parlementaire américain a 10 fois plus de collaborateurs que chez nous. Il peut faire un réel travail de fond. Chez nous... Oui, mais il a un réel pouvoir aussi. C'est-à-dire il a un réel pouvoir. Chez nous, vous voyez... Balance of power, c'est au cœur du système américain. Vous voyez les textes importants au Parlement français, ils arrivent au dernier moment. Vous voyez les études d'impact, elles ont été faites une fois que le texte a été rédigé, parce qu'il fallait une étude d'impact. Elles tiennent en 3-4 feuillets. Et tu crois que ça, l'électeur le sent, en fait, inconsciemment, il sent à la fin, que ça ne sert à rien de se bouger pour aller envoyer... L'électeur, il ne sent pas cet aspect-là, mais il voit le résultat. Ouais. C'est-à-dire qu'on clame des politiques publiques qui vont renouveler notre économie, notre société tout le temps. On change de texte en permanence. Et ces textes ne délivrent pas les effets qu'on a vendus, ou délivrent des effets inverses à ce qu'on a vendu. Et finalement, vous avez un grand ras-le-bol qui s'exprime à la fin dans les urnes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que, pourfendeur vraiment de la dépense publique, et tu dis là, on ne dépense pas assez. Ah, là, on ne dépense pas assez. En évaluation des politiques publiques, en amont, on ne dépense pas. Et en soutien aux parlementaire eux-mêmes en termes d'importance de leur cabinet. Je vous donne un exemple qui a fait beaucoup gloser, sur laquelle on a beaucoup écrit, c'est la taxe GAFA. Quand est arrivé le texte sur la taxe GAFA française au Parlement, l'étude d'impact était vide. Elle disait oui, peut-être que ça sera reporté sur le consommateur, cette nouvelle taxe qu'on va faire sur les grands du numérique, mais peut-être pas. Bon, tout et son contraire. Il était bien évident que la taxe allait être reportée par les opérateurs du numérique sur les consommateurs. Bon, il suffisait de payer un économiste normal, de lui faire un travail normal pendant 2-3 semaines, et pas de lui dire « tu vas afficher ça comme résultat ». Donc on a vraiment une démocratie qui ne marche pas bien. On est dans l'affichage, pas dans le traitement des sujets. Attends, Erwan voulait ajouter un truc, je te donne la parole après. Par exemple, en termes de moyens des parlementaires, comparaison, en France, à un député, en général, a 2-3 collaborateurs entre sa circonscription et Paris, qui sont des gens qui doivent suivre tous les projets avec lui, et le Parlement en tant que tel n'a pas d'institutions qui dépendent de lui, qui pourraient lui produire des analyses. Aux États-Unis, c'est pas la démocratie parfaite, mais dans ce cas-là, c'est assez intéressant, un parlementaire américain a des équipes, des staffs de 20-30 personnes sans les stagiaires. Et donc, où il y a le double. Et ce sont des gens qui sortent de Harvard, de Princeton, des meilleures universités américaines. Et par ailleurs, il y a le budget office, j'ai oublié le nom de l'institution, enfin l'équivalent de notre Cour des comptes, qui est rattaché au Parlement. Donc il y a en termes de moyens, c'est incomparable. Cédric. Non, mais clairement, c'est intéressant. C'est sûr que c'est un sujet de fond, ouais. Mais probablement pas la justification de l'abstention, parce que finalement, c'est assez technique de savoir combien il y a de collaborateurs. Mais non, parce que mais tu vois, tu le sens bien que le principal que les parlementaires, en fait, ne font que valider des décisions qui leur échappent. Oui, mais avant, pour justifier l'abstention, c'est probablement la qualité de ta classe politique. Aujourd'hui, ce que tu vois, le principal enseignement des législatives, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas à la hauteur de la France et de la démocratie. Dimanche soir, tu as toute la France insoumise qui dit fake news sur fake news. On a plus de 500 députés au second tour et la majorité présidentielle va baisser de 80 milliards les principaux postes de dépenses pour arriver à 3%. Et ils sont très intelligents parce qu'ils savent très bien que les 30 minutes après 20h ou les 60 minutes sont essentielles pour passer les messages. Tu n'as pas le temps de vérifier ce qu'ils vont dire. Les Français vont être là sur l'audience, la grande masse de 30 minutes, 60 minutes. Donc, tu as ça. Derrière, tu as le lundi soir, ou le lundi dans la journée. Oui, mais le vote est fait à ce moment-là, Cédric. L'abstention, elle est déjà là. Oui, mais si tu veux, c'est ça la qualité. L'abstention, elle est la résultante de tous ces comportements. Ça veut dire que le lundi, Jean-Luc Mélenchon qui dit en fait, le scrutin est truqué, c'est un scandale, on me vole. Au lieu, et pour moi, c'est une grave erreur politique. Il est 3e à la présidentielle. 1 mois et demi plus tard, il est premier ex-aequo. 20 000 voix, c'est rien. On se moque de qui est devant à 20 000 voix. Il est premier ex-aequo. Il doit surfer, avoir un élan positif. Il a toute une dynamique sur laquelle
il se saborde lui-même. Il sait que son électorat est dans l'abstention. Et donc, aller crier au scandale que les politiques sont tous pourris, on est finalement sur le reflet depuis des années où on a une classe politique qui n'est pas au niveau. Ça veut dire que quand tu regardes... Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, pas au niveau, Cédric. Comment tu peux dire parce que moi, c'est ça que je trouve problématique. Il y a eu un renouvellement, des gars comme toi d'ailleurs, hein, des entrepreneurs qui ont pris leurs risques politiques en 2017 comme sans doute jamais. Mais tu peux pas dire que ces gars-là sont pas au niveau, c'est pas vrai, j'en connais suffisamment, moi. Tu m'as coupé un peu avant. C'est sur les débats. En fait, aujourd'hui, tu vois quoi sur les plateaux ? Tu ne vois pas des gens qui défendent leur programme. Tu vois des gens qui n'ont de cesse, l'opposition, de critiquer le gouvernement en place. Moi, si je suis une entreprise, je vais chez un client. Si je passe mon rendez-vous à lui parler de mes concurrents, au bout de 5 minutes, la personne va me montrer la porte et va me virer. Moi, ce qu'il faut, aujourd'hui, tu vois la qualité des débats dimanche. Par exemple, j'ai revu Rachida Dati. Non, mais oublie dimanche. Oublie dimanche soir, c'est un exercice très particulier, les plateaux du dimanche soir. C'est ça qui dégoûte les gens de la politique. Tu peux pas dire que Mélenchon n'a pas détaillé son programme. Même moi, je le connais, le programme de Mélenchon. Alors Dieu sait qu'il m'intéresse pas beaucoup, tu vois, mais même moi, je le connais. Les analystes et les politiques passent leur temps à critiquer le fait que le président soit pas descendu dans l'arène, le fait que le gouvernement fait pas ci ou fait pas ça, plutôt que de dire, moi j'ai du temps médiatique, je l'utilise et je déroule. Écoute, c'est une agressivité. Et quand tu discutes avec des jeunes, parce que 70% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter, ce sont des gens qui depuis 15 ans entendent la même chose, que les politiques sont pourris. Finalement, c'est assez anachronique. Et une transparence de plus en plus importante depuis plusieurs années, depuis l'affaire Cahuzac et autres, et en même temps, une classe politique, surtout les extrêmes, qui jette l'opprobre sur toute la classe politique. Donc finalement, je suis pas du tout d'accord avec toi. Non, vraiment, j'entends pas ça du tout. Moi, j'ai pas entendu les politiques sont pourris, j'ai pas entendu ça du tout. Justement, t'as des extrêmes qui, d'une certaine manière, reviennent dans le jeu démocratique. Même si, effectivement, et alors c'est ce que Dominique notait aussi, il y a une contestation maintenant quasi systématique. Je vois que Jean-Michel Blanquer, par exemple, va faire un recours, lui aussi. Alors, Dominique disait un peu trumpienne. C'est peut-être aller un peu vite en besogne. On va pas si loin que ça, quoi. Non, on va pas si... Si, honnêtement. Enfin, Mélenchon qui dit le vote est truqué, etc. Non, il dit pas le vote est truqué. Il s'alarme d'un tripatouillage un peu étrange. T'es un peu soft. Il s'alarme. Non, les mots sont beaucoup plus violents. Le problème, de tout le discours de Mélenchon sur le sujet, ce qui est probablement pas le point le plus important de l'élection, c'est qu'il fait appel derrière à tout un imaginaire complotiste qui est exactement le même depuis des années de la France insoumise, qui consiste à dire j'ai perdu, mais en fait, j'aurais dû gagner. Et donc, toute sa campagne pour les législatives, ça a été ça. J'ai perdu à la présidentielle, mais en fait, j'aurais dû gagner, donc on va prendre notre revanche là. Il y a tout ce discours. Je vais me mettre à défendre Mélenchon, dis donc. Non, c'est pas ça. J'ai perdu, mais il nous reste une chance. Non. Il nous reste une chance. Élisez-moi Premier ministre. Superbe slogan, magnifique, digne de L'Oréal. Oui, excellent slogan, ça c'est sûr. Magnifique slogan. Mais évidemment. Vas-y, Cédric, pardon. Tu vois, au lieu de surfer là-dessus, et je suis d'accord avec toi, il y a une dynamique. Il est excellent, il a les bons slogans. Lundi, tu fanfaronnes et tu dis on est premier ex-aequo. J'étais 3e il y a 1 mois et demi, on est premier ex-aequo. Dans une semaine, on est premier. Et là, tu crées une dynamique. Et finalement... Bon, d'accord. Je trouve que c'est ça. La qualité du débat perd un peu dans l'agressivité. Et dans le complotisme. J'ai trouvé que... Enfin bon, bref. C'est quoi la Parlementarisation. Risque de déparlementarisation, tu dis. On a dit, c'est-à-dire on est, pour plein de raisons qui sont à la fois la culture politique française très centralisée, tournée vers l'État, et le fonctionnement de la Ve République fait qu'aujourd'hui le Parlement est de plus en plus annexe dans nos institutions. Et ça n'est pas sain, parce que si le débat politique ne se passe pas au Parlement, si c'est pas là que se confrontent les idées, ça se passe dans la rue. Or, et c'est pas nouveau, la dernière fois récente où je suis venu, on a parlé de Chateaubriand. Chateaubriand le disait déjà. Ouais. Il expliquait que c'était pas très bon dans la monarchie de Juillet, je crois, de voir les corps intermédiaires. A priori, Chateaubriand, c'est ça. Les corps intermédiaires s'effondrer. Parce que dans ce cas, il n'y a plus personne entre le monarque et le peuple, et quand il n'y a plus personne entre le monarque et le peuple, c'est pas très bon, parce que la colère s'exprime directement avec l'objectif de tuer le monarque, et c'est les gilets jaunes, etc. Et donc, on est aujourd'hui dans un système institutionnel qui fait que le Parlement est annexe dans l'institution.
Donc en fait, ils peuvent s'agiter, ils comptent relativement peu. Alors, j'ai écrit ça ce week-end. Ils comptent relativement peu quand ils sont... Oui, voilà. Paradoxalement. Là, on va voir qui... Paradoxalement, si le président de la République n'a pas une majorité absolue, le Parlement va reprendre une place. Mais ça n'a rien à voir avec ce que ça peut être en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, où il y a des vraies démocraties parlementaires. Ouais, c'est ça. Là, on aura... ce qui arriverait peut-être si le président n'a pas sa majorité absolue au Parlement, c'est qu'il devra compter peut-être sur quelques députés à sa gauche, quelques députés à sa droite. À sa droite. Mais suivant le programme, tira à gauche, tira à droite. Mais effectivement, plutôt à sa droite. Oui. Et du coup, LR va évidemment avoir un rôle consistant à dire c'est nous qui nous sommes les faiseurs de roi et vous ne pourrez rien faire sans nous, et qui leur donnera paradoxalement une puissance totalement disproportionnée par rapport à leur poids électoral. Mais là, oui, le Parlement va reprendre, le débat parlementaire va reprendre, ou le calcul parlementaire va reprendre un peu de place, mais il n'empêche qu'au final, il y a un déséquilibre des pouvoirs au bénéfice de l'exécutif qui n'est pas, de mon point de vue, très sain, parce qu'il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs, et là, je citais Montesquieu, enfin tous les grands classiques du sujet. Absolument. Ouais, moi j'avoue, Nicolas. exactement dans le sens des rois. On assiste à une présidentialisation du régime, et ça joue contre le Parlement et ça joue contre les corps intermédiaires. On a par exemple beaucoup parlé retraite pendant la campagne présidentielle. Pas tant que ça, en fait, Nicolas. Mais en fait, beaucoup trop. Le sujet... Comment ça, beaucoup trop? Beaucoup Pas trop. assez. Je ne sais pas où on en est, moi. Le sujet, il se traite bien. Vous êtes tous des jeunes gens formidables, là. Moi, j'aimerais bien savoir où on en est. Il se traite bien chez les corps intermédiaires. C'est un sujet de caisse de retraite. Pourquoi on parle pendant la campagne présidentielle de l'âge de la retraite? Ça devrait être le conseil d'administration de la GIR-Carco qui discute de ça, parce qu'ils ont des assurés sociaux, ils ont des équilibres à respecter. Ça devrait être le conseil d'administration de la CNAV qui devrait prendre ses responsabilités, et ça devrait être l'État en tant qu'employeur qui devrait dire j'équilibre ou j'équilibre pas mes comptes. Et le sujet remonte au niveau du président. Et puis là, ça devient un sujet politique. Vous avez Mélenchon qui dit qu'il n'y a pas de déficit, un tel et un tel. Mais on ne traite plus bien les sujets. Les sujets, pour bien les traiter, il faut des indicateurs, il faut des gens en responsabilité dans le temps long. Et la retraite, typique, c'est un sujet qui est beaucoup mieux traité au niveau des corps intermédiaires qu'au niveau du président qui est soumis à une élection tous les 5 ans. Quand François Mitterrand a dit retraite à 60 ans, il savait pertinemment que c'était une erreur. Mais il savait pertinemment que ça allait le faire élire. Quand Mélenchon dit retraite, il sait pertinemment que c'est une erreur. Et attends, parce que alors, tu penses qu'il sait que c'est une erreur. Mais bien sûr. Et alors j'en parle tous les jours, pardon, à ceux qui nous écoutent, nous regardent régulièrement, mais ça me fascine, moi. Les économistes surdiplômés, parcheminés, etc., qui valident ce programme de Mélenchon, ils savent personnellement que c'est une erreur. Mais bien sûr. Mais les 35 heures qu'on a eues, on les a tous attribuées. Mais je peux te persuader. Alors ça, les 35 heures, j'en suis sûr, des gars te les défendent mordicus, les 35 heures aujourd'hui. On sait très bien comment ça s'est passé. C'était mis dans le programme parce qu'il fallait rendre le programme du Parti Socialiste Pepsi. Et donc, il y a quelqu'un qui a jeté l'idée, et ils se sont dit, oui, on y va. En fait, c'est du packaging. À un moment donné, quand vous voulez gagner l'élection, il faut gagner, il faut faire la différence sur une idée. Et on réfléchit après. Et ça, ces sujets de packaging, vous ne les avez pas quand vous appuyez sur les corps intermédiaires. Parce qu'eux, ils vont gérer le temps long. Ils savent très bien que si on avance l'âge de la retraite, on aura un problème. Ils n'arriveront pas à financer la retraite. Nicolas, c'est pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que là, tu as justement, allons-y, le congrès de la CFDT là, qui s'ouvre. Non, mais c'est pas cela qu'il faut écouter, Stéphane. C'est les corps intermédiaires, Nicolas. Non, c'est toi qu'il faut écouter, en fait. C'est ça le truc. Il faut écouter la CFDT, il faut écouter la CGT quand ils gèrent les RAFP, la capitalisation collective. C'est quoi? Quand ils gèrent quoi? L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, il y a un gros fonds de pension pour fonctionnaires. Et ces gens-là, ils vous disent, on ne va pas avancer l'âge de la retraite, et ils vous disent, il faut placer les cotisations pour les faire fructifier avec des dividendes. Quand vous écoutez les partenaires sociaux à la GIR-Carco, ils gèrent la GIR-Carco sans un seul déficit depuis 1960, ils vous disent, il faut faire en sorte qu'on puisse équilibrer les comptes. Et bien sûr, on ne va pas augmenter les taux de cotisation parce que ça va créer du chômage. Donc, il faut mettre des points, il faut avoir des réserves, ils déploient l'ingéniosité. Donc il faut s'appuyer sur des corps intermédiaires en responsabilité. Il faut dépolitiser les débats. C'est passionnant. C'est un peu schizophrène parce que tu vois trop le président, mais quand il vient pas dans l'arène, tu le critiques. C'est la poule et l'œuf. C'est ça qui Bien est sûr. drôle. Voilà, exactement. On a vu beaucoup le président pendant la réforme des retraites
parce que c'était le programme qu'il avait défendu en 2016, qui partait d'une erreur de constat magistral, et le président a perdu beaucoup de points et beaucoup de crédibilité. Et ça a bloqué la deuxième partie de son mandat. Donc il y a des sujets qui doivent être traités à la base. Et à la rigueur, le président intervient si le sujet n'est pas traité. Mais nous, on fait tout remonter directement au président, donc tout est politisé. Mais c'est un sujet. Mais oui, mais enfin, quand même, j'entends ce que tu dis, Nicolas, c'est super intéressant. Mais c'est quand même des décisions qui ont des impacts réels sur nos vies. Bien sûr. Et donc, il n'est pas idiot quand même au moment de voter de savoir ce que pense celui qu'on va élire sur un sujet comme les retraites, par exemple. Bien sûr, mais la démarche de base, c'est de traiter les problèmes en proximité. Parce qu'en proximité, vous avez des gens qui connaissent la situation et qui connaissent les leviers. Mais il y a la différence entre quelles sont les solutions potentielles et rationnelles, et comme dit Stéphane, quand ça te touche dans ta chair, parce que c'est ce que tu as cotisé pendant 40 ans, et à un moment tu vas prendre ta retraite, tu veux que quelqu'un prenne sa responsabilité et tu votes pour celui sur lequel cette réforme va avoir un impact et tu veux qu'il l'apporte. Tu veux pas que ça soit un haut fonctionnaire qui définit mathématiquement quel va être le bon âge, le bon taux de cotisation ou autre. Tu veux que celui pour qui tu as voté prenne sa responsabilité, parce que c'est une des réformes les plus majeures qui va tous nous impacter. Bien sûr, mais ça, on peut l'avoir avec les partenaires sociaux. Ça s'appelle le paritarisme. Mais non, parce on que nomme des partenaires sociaux. Alors, attends, c'est intéressant, pardon. Et ils sont garants de la bonne gestion. Mais non, parce que savoir si on va y consacrer, c'est combien de points de PIB, là j'oublie à chaque fois. On est à 14. 14, voilà. Oui. Savoir si on va y consacrer 14, 13, 12, c'est une décision régalienne, profonde, politique, budgétaire. La vraie décision, Stéphane, c'est savoir si... moi, j'étais salarié longtemps, c'était 28 points. 28 points de mon salaire brut. Ouais. Et en tant que salarié, j'aurais aimé être plus sollicité. Est-ce que c'est normal d'être à 28 ? Est-ce que tu ne veux pas cotiser 30 ? Ou est-ce qu'au contraire, tu ne veux pas cotiser 20 ? La vraie bonne décision, elle se prend à la base. On voit bien, très bien, on a totalement politisé. Tout ça est notre très sujet intéressant, retraite. mais je ne suis pas d'accord non plus. Depuis 20 ans. Passionnant. Non, mais j'entends. Mais de toute façon, c'est, alors, pour la Fondapol, un socle important, parce que ça amène en fait à une deuxième étape de la décentralisation. Le sujet, c'est une véritable décentralisation avec une véritable souveraineté régionale, y compris budgétaire. Alors, je sais pas si là, on se retrouve avec quelque chose d'important. En termes de souveraineté régionale, là, on mettrait, je pense, une bonne partie du pays. Oui, pardon. Ah, oui, non, mais effectivement, il y a deux sujets. Je pense qu'ils sont importants aujourd'hui. La décentralisation, parce que les collectivités locales sont à maints égards mieux placées pour savoir comment administrer un certain nombre de politiques, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles. Il faut savoir lesquelles, parce qu'aujourd'hui, il y a souvent des enchevêtrements. Et ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, qui rejoint aussi les conversations qu'on a eues, c'est l'efficacité de la dépense publique. Je suis intimement convaincu que notre niveau de dépense publique est problématique en soi. Mais considérons que ça ne l'est pas. La question, c'est son efficacité. Est-ce qu'il est normal que pour ce niveau-là, on ait les résultats qu'on a? Est-ce que les résultats nous semblent satisfaisants? J'ai objectivement l'impression que ce n'est pas le cas. Que les fonctionnaires ne pensent pas que ce soit le cas, etc. Ça ne veut pas dire que ça va mal, que le pays est à terre, mais les fonctionnaires... Si, quand même un peu... non, mais... on se faisait comparaison, etc. Voilà, bon. Oui, oui. Non, mais comparaison avec l'Allemagne, c'est pas top. Comparaison avec des pays en développement, la France est un paradis. Donc, il faut trouver la bonne mesure. Quand même, ça a été peu noté, mais quand même, Bruno Le Maire a quand même dit à la radio pendant la campagne, au moment où il préparait son chèque alimentation, là, je veux que chaque Français puisse manger à sa faim. Oui, bien sûr. Quand tu as ça comme ambition, si tu veux, tu te dis waouh, on n'est pas au mieux. Quand même. Là, on est dans du slogan, il faut qu'on puisse se chauffer et que chaque Français ait bien sûr, mais en mesure de manger à sa faim. On pourrait en parler, se chauffer, parce que comme non, mais on en est là. On pourra tous se chauffer cet été, quand même. Cet hiver. Et parlons de la clim cet été. Mais on en est là. Bien sûr. Mais cela étant, globalement, on n'est pas non plus dans un pays où tous les services publics s'effondrent. Par contre, on est dans un pays dans lequel les services publics ne sont pas à la hauteur des attentes des usagers, ni des fonctionnaires. Je veux dire, dans le précédent quinquennat, et je ne mets pas ça je ne dis pas que c'est la responsabilité du quinquennat qui vient de se passer, mais c'est un héritage. On a quand même eu, sur les 5 dernières années,
les médecins et les hôpitaux en grève, les polices en grève, l'éducation nationale en grève. Enfin, et à chaque fois, on trouvait ça parfaitement légitime, presque, en fait. Mais tout à fait. En fait, mais en même temps, ils ont raison. C'est-à-dire que quand tu vas dans un hôpital de région parisienne, quand tu vas dans un commissariat en banlieue, tu comprends que les gars ne sont pas contents. Mais il y a un moment où ça ne va pas. C'est pas possible qu'on ait un tel niveau de dépenses publiques et un niveau de résultat. Tu voulais ajouter un truc, Cédric? Moi, j'abonde parfaitement sur. Je trouve qu'il y a une complémentarité entre l'État et les collectivités. Je pense que l'État doit fournir les outils et les collectivités l'implémenter. Parce que finalement, là où il y a beaucoup d'inefficience et de réformes à faire, c'est sur l'efficacité. Parce que on répartit mal la dépense entre l'administratif et les gens réellement productifs. On parlait de médecins, on parle de professeurs. Dans beaucoup de corps, on a une grosse disproportion entre l'administratif et tout. Donc, c'est finalement comment Denis Père nous disait hier que tu as 30% des effectifs de l'hôpital qui ne voient pas un malade. 30%, c'est beaucoup. C'est ça qui est énorme par rapport aux cliniques privées. Et donc, tout le travail de l'État n'est pas forcément de diminuer la dépense 10 points de moins en Allemagne. C'est déjà de réorienter comment tu la dépenses. Parce que avant de se poser est-ce qu'il y en a trop ou pas assez, c'est plutôt de dire comment on la rend extrêmement efficace. Et la digitalisation va nous aider là-dedans. Et c'est l'enjeu du prochain quinquennat, c'est de dire comment dans tous mes ministères et dans tous mes services régaliens, je fais en sorte d'optimiser pour réduire l'administratif et repositionner les dépenses sur le productif. J'avais juste une question à poser à Nicolas et puis après on marque la pause, mais je ne sais pas si tu as fait ce calcul sur l'indexation des retraites là. C'est un de tes concurrents d'ailleurs, mais Erwan Tison Sapiens qui était venu nous dire que c'était 17 milliards d'euros supplémentaires en année pleine avec une inflation autour de 4-5%. Alors, c'est ça le... Erwan et Sapiens ne sont pas des concurrents, sont des amis. C'est des concurrents quand même, non? Entre think tank, non? Entre think tank, on n'est pas concurrents parce que en France, il y a une création d'idées totalement sous-développée. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. Et tout à l'heure, on débattait des problèmes de notre classe politique. Un des problèmes de notre classe politique, c'est que le débat d'idées est atrophié. Il n'y a pas assez de think tank. Moi, je suis ravi quand Sapiens, je suis ravi quand Fondapol, je suis ravi quand Jean Jaurès sortent des choses intéressantes. Parce que ça vivifie le débat et ça permet de tester les idées avant qu'elles soient reprises. La pire des situations, c'est les mauvaises idées qui sont reprises, type les 35 heures ou la retraite à 60 ans. Oui, clairement, il y a une série de chiffrages passionnants faits par l'INSEE depuis des années qui disent si on avait continué à indexer les retraites sur les salaires, il faudrait 4 points de PIB en plus pour distribuer les retraites. Donc au lieu d'être à 14 points de PIB, on serait à 18. On serait à 18. Et donc les déficits seraient encore plus élevés. Et donc ça, c'est fondamental. On ne peut malheureusement pas avoir de retraite généreuse quand la démographie n'est pas là. Mais là, c'est encore pire. Elles sont indexées sur l'inflation. Parce que pour l'instant, les salaires sont assez sages. Là, ce que décide Macron, c'est de les indexer sur l'inflation. Oui, mais en fait, c'est juste un petit décalage. Les retraites, elles sont censées être totalement indexées sur l'inflation. Et on les réévalue avec un peu de retard. Donc, il y a un petit décalage par rapport à l'inflation. Mais concrètement, le vrai sujet majeur, c'est qu'indépendamment de la phase d'inflation qu'on a là aujourd'hui, on va avoir une paupérisation des retraités parce qu'on n'a rien fait. Et tout à l'heure, on débattait de l'efficacité de la dépense publique. Une grande partie de la dépense publique, c'est notamment pour payer les retraites des fonctionnaires qu'on n'a pas provisionnés. Vous prenez un ministère comme l'Éducation nationale, 27% de la dépense, c'est les retraites. Tu nous avais fait tout le truc la dernière fois, Nicolas. Et donc, il est normal chez nous qu'on ait un décalage majeur entre le service rendu et ce que ça coûte. Non, mais justement, on va en parler avec ton étude sur la compétitivité. On marque une pause. On repart les amis. Alors, Nicolas, l'Institut Molinari a publié une note très intéressante sur la compétitivité de la France. Alors, il y a énormément... Globalement, l'un des chiffres clés, moi, que je retiens, passage du coût employeur au revenu salarié, dis-tu. Le salarié moyen français sort pénalisé de 7 points de revenu net par rapport à ses comparables européens. Mais ça, c'est le prix de la... À chaque fois, c'est la question que je me pose. Ça, c'est le prix de la Sécu, c'est-à-dire que le salarié allemand, ces 7 points, il doit, lui, les mettre dans les assurances qu'il prend à titre privé pour assurer sa santé. Oui, mais concrètement, il y a des cas où l'assurance à titre privé, elle est moins coûteuse. Je te donne un exemple. D'accord, mais ça ne fait pas un tel écart. Tu comprends, c'est toujours le problème que j'ai, moi, sur ces comparaisons internationales. C'est fondamental, parce que là, c'est le premier exercice... on a comparé les choses égales à égales. C'est-à-dire qu'en France, en Allemagne, on est très proche.
on a quasiment, quand tu regardes la dépense de sécurité sociale, elle passe par la fiche de paie. Et elle est gérée par l'État, donc les statistiques sont homogènes. Ah, ça c'est très clair. Aux Pays-Bas, les dépenses, c'est souvent une cotisation d'assurance maladie complémentaire et une cotisation de retraite complémentaire. Ben, on les a réintégrées dans nos calculs. On les a réintégrés. Mais l'ensemble des systèmes privés, tu n'as pas pu les réintégrer. On a réintégré l'ensemble des systèmes privés. C'est pour ça qu'il faut regarder cette étude-là. Elle est mieux faite, si je peux me permettre, que celle de nos amis de l'OCDE, qui disent, l'OCDE, ils regardent taxing wage, ils regardent les taxes sur les salaires. Voilà, c'est ça, exactement. Et si c'est une cotisation privée, ben, ils ne la calculent pas. Voilà. Et donc, de temps en temps, ils comparent la France et les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne. Et bien sûr, la fiscalité est très basse aux Pays-Bas, mais ils oublient de réintégrer les cotisations volontaires aux organismes de droit privé. Nous, on l'a fait. Et en faisant Et donc, ça, c'est en réintégrant ça qu'on se retrouve avec 7 Tout à points fait. de revenu net. on a déduit les cotisations au fonds de pension néerlandais, on a déduit les cotisations au fonds de pension anglais, on a déduit les assurances complémentaires. Et pourquoi il y a cette différence ? Parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup plus de capitalisation collective. Et quand vous avez la capitalisation collective, vous financez les retraites en partie par les dividendes et plus-values. Donc, vous avez besoin de moins de cotisations pour financer le pouvoir d'achat des retraités. Et il y a des pays où il y a une concurrence entre les opérateurs en santé, par exemple aux Pays-Bas. Vous choisissez votre mutuelle qui gère votre régime général et votre régime complémentaire par rapport à la France. Et ces gens-là sont capables de faire de l'innovation, sont capables de trouver des bonnes méthodes intelligentes pour optimiser la dépense. Et donc, vous avez un service rendu de qualité. Donc, franchement, j'invite vos auditeurs à lire ce travail. On a tout à fait expliqué comment on a réintégré les paniers de soins et les paniers de retraite équivalents. Dont acte. Et alors donc, poids des prélèvements obligatoires. Alors, on va voir, c'est un graphe qui est spectaculaire, mais que j'ai pas compris. Ouais. Mais on voit que c'est spectaculaire. Donc vous voyez, alors je vais le décrire pour ceux qui nous écoutent en podcast, il y a tous nos petits camarades qui sont tout en bas, là, Italie, Royaume-Uni, Union Européenne, moyenne, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, tout en gras du graphe. Et nous, bim, on est sur une échelle qui va de 60 à 160, on est quasiment 80 points au-dessus. Ouais, alors ce graphe, ça mesure qu'est-ce qu'il faut payer en prélèvement quand on est une entreprise pour créer 100 euros de richesse. OK ? Donc, en France, pour créer 100 euros de plus-value, d'excédent net d'exploitation, il faut payer avant 168 euros d'impôts. C'est dingue. Mais comment c'est possible ? Alors c'est ce que j'avais compris et je me suis dit c'est pas possible. Vous allez employer des salariés, vous allez avoir des cotisations patronales et il va y avoir 113 euros de cotisations patronales pour 100 euros de richesse créée. Vous allez payer des impôts de production et vous avez 27 euros d'impôts de production net des subventions. Mais comment tu peux équilibrer un bilan si tu payes plus d'impôts que tu ne crées de richesse En fait, dans les 2 tiers de la création de richesse d'une entreprise servent à payer les impôts et les charges. Et le tiers qui reste, c'est l'excédent net d'exploitation. Ça permet de rémunérer le banquier si vous avez financé votre développement avec de la dette. Ça permet de rémunérer l'actionnaire si vous avez financé votre développement avec je comprends. Et ça permet de financer l'innovation. Mais ça veut dire à 100 euros de chiffre d'affaires dans 2 pays, tu aurais une marge bien inférieure en France que dans les autres. Parce que si tu dis à 100 exactement. On a des marges bien inférieures en France. Je ne comprends même pas comment tu peux avoir une marge tout court. Si parce que tu payes 160% d'imposition sur la richesse que tu crées. Oui, ça veut dire qu'il t'a fallu 260 euros de chiffre d'affaires pour arriver à 100 euros de marge. Là où sur les autres, il faut peut-être 20% plus. D'accord. 120 de chiffre d'affaires. Une autre façon. Mais ça voudrait dire qu'on ait des taux de marge. Il dit 35% moins rentable. Alors, en fait, quand on regarde nos excédents nets d'exploitation, ils représentent 16% de la valeur ajoutée en France. C'est 26% en moyenne dans l'Union européenne. Et pourquoi nos excédents nets d'exploitation sont beaucoup moins élevés en France ? C'est qu'il y a plus de cotisations patronales, ça renchérit le coût du travail, il y a plus d'impôts de production, alors ça c'est la catastrophe, et jusqu'à peu, il y avait un peu plus d'impôts sur les sociétés. Donc globalement, on a une fiscalité qui pousse la création de richesse hors de France. C'est très clair dans les travaux du Conseil d'analyse économique, c'est très clair dans les travaux de France Stratégie. Et nous, on a fait la vision globale. Non, mais c'est clair. Et tout ça pour, comme on le disait, parce qu'à la limite,
si ça faisait des services publics extraordinaires, ce serait un bon débat. Voilà. Mais tout ça pour, comme tu le disais, des services publics qui s'effondrent absolument partout. Non, mais Et dernier point, parce que on apprend plein de choses quand même. En France, les entreprises sont... j'ai oublié son nom. Je suis en train de lire le bouquin. Forcément, vous l'avez vu passer. Il sera avec nous à la toute fin du mois. Là. Le titre est un peu ironique sur l'enfer ultralibéral qu'est la France. Guillaume Bazot. Voilà. Excellent. Et Guillaume commence par, et c'est très intéressant, Très bien. le constat ce qu'il appelle d'idées utiles. Et en fait, des idées utiles, dit-il, c'est des idées qui sont faciles à manier dans le débat public. C'est très facile dans le débat public de dire « faut prendre de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres ». C'est très facile dans le débat public de dire « on ne peut pas demander à un carreleur de travailler jusqu'à 65 ans ». Voilà, autant d'idées utiles par rapport aux idées vraies, efficaces, enfin voilà, c'est celles qui fonctionnent. Et cette idée, assez souvent mise en avant, notamment par Alternative économique, qu'en fait les entreprises touchent bien plus d'aides qu'elles n'ont de prélèvements, c'est toujours la réponse qu'ils font. Là, ton chiffre, il est assez spectaculaire. Les entreprises, donc, en 2019, 6 fois plus de prélèvements que de subventions et d'aides pour les entreprises françaises. Si on regarde stricto sensu ce qui touche les entreprises, elles paient 14% de prélèvements obligatoires, dont 8% au titre des cotisations patronales, 3,5% au titre des impôts de production, 2,6% au titre de l'impôt sur les bénéfices. Donc ça fait 14%. Les subventions, c'est 2,2%. Donc c'est 1/7 de ce qu'elles payent. Et donc à la fin, nos entreprises paient 12% du PIB. C'est plus que partout ailleurs. Ouais. Bon, alors après, je rajoute un bémol, parce qu'il faut pas, il faut aller plus loin, et Alternative économique devrait être capable d'aller plus loin, et de dire qu'in fine, une entreprise ne paie jamais d'impôts. C'est fondamental. Les entreprises ne paient pas d'impôts. Pourquoi ? Parce que les impôts, à la fin, ils sont collectés par une entreprise. Ces impôts dont je vous parlais, c'est 14% du PIB, 12% une fois qu'on a dilué les subventions, c'est collecté par les entreprises et c'est reporté sur quelqu'un. Ça peut être qui ? Ça peut être le consommateur. Pourquoi ? Parce que j'achète un stylo et l'entreprise, elle a une structure de fiscalité élevée, elle va le reporter dans le stylo. Et concrètement, ça va être moi qui vais payer l'impôt. Ça peut être le salarié. Imaginons une entreprise qui n'arrive pas à reporter l'impôt sur le consommateur. Non, mais je comprends ce que tu vas dire. C'est reporté sur le salarié. Ou ça peut être l'actionnaire. Et le sujet majeur en France, c'est que les actionnaires et le capital, ils sont mobiles. Donc, il y a de moins en moins d'impôts qui est payé par les actionnaires. C'est tout simplement parce que les actionnaires sont mobiles. Oui, de moins en moins d'impôts qui sont payés. Et puis tu parles, parce que là, je pense que certains d'entre vous ont eu un petit choc quand Nicolas a dit les entreprises ne payent pas d'impôts. On est en plus dans les bilans de fin d'année, là, on sait exactement, là, alors au centime près et au pourcentage près, combien on en a payé. Oui, celles qui peuvent. C'est-à-dire, tu me parles d'une entreprise qui a le pricing power pour le faire payer aux clients, celle qui a la négociation avec son actionnaire, Cédric, on peut en parler, pour lui couper le dividende s'il a besoin de lui couper le dividende, celle qui a une négociation avec son banquier, enfin tu vois, voilà. Celles qui va bien, oui, d'accord. Celles qui ne peuvent pas reporter l'impôt, elles meurent. Exactement. Je donne l'exemple, voilà. C'est Bridgestone-Béthune. Bridgestone-Béthune, il fabriquait des pneus. Il fabriquait des pneus en France, ce qui était un défi, parce que le pneu, c'est quelque chose de très ultra compétitif. Parce qu'on a notre fiscalité, on a parlé des cotisations patronales, on a nos impôts de production qui sont très élevés, et les impôts de production, c'est une fiscalité sur les entreprises qui ne tient pas compte de leurs résultats ou de leurs pertes. Et à la fin, ils payaient 8 millions d'impôts de production sur les sites de Béthune par an, et ces 8 millions d'impôts de production qui étaient déconnectés des résultats les mettaient en perte de 5 millions. Et à la fin, l'actionnaire, il a dit « je ferme ». Donc concrètement, les entreprises qui vont bien reportent l'impôt sur leurs partenaires, et celles qui n'arrivent pas à le faire, elles meurent. Et ça vous explique pourquoi on a 400 000 chômeurs en trop par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, on se félicite que le chômage baisse, mais il reste anormalement élevé en France. Enfin, on s'en félicite pas beaucoup d'ailleurs, ça reste un des mystères pour moi. Bien, très bien. Un commentaire là-dessus, les amis, ou non, oui. Allez regarder ça, c'est sur votre site, c'est disponible. institutmolinari.org. Non, allez regarder ça, c'est plein de dossiers, et ça, encore une fois, comme le dit Guillaume Bazot, ça permet d'avoir des arguments contre ceux qui manient ce qu'il appelle les idées utiles. Il sera avec nous à la fin du mois, le 28, je crois. Mais je rajoute juste une phrase. Idée utile en fiscalité, les impôts vont des forts aux faibles. C'est une idée de Maurice Lauré,
qui vous permet de comprendre le système fiscal. Vous croyez taxer les GAFA, en fait, vous taxez les consommateurs avec la taxe GAFA. Plus que ça d'ailleurs, vous taxez les entreprises qui vendent sur la marketplace des GAFA. Vous croyez que la TVA est payée par les consommateurs ? Oui, dans certains cas, elle est totalement payée par les consommateurs, de même que dans certains cas, l'impôt sur les sociétés est totalement payé par les consommateurs. Comment est-ce que vous, juste des petites choses encore, oui, ça va, on a le temps, les histoires pouvoir d'achat, etc. et tout, j'ai l'impression qu'on est toujours perdant. C'est sans doute peut-être même l'erreur qu'a faite Emmanuel Macron que d'aller essayer de faire campagne lui aussi sur le pouvoir d'achat. Et que forcément t'es battu, t'en as jamais assez, quoi. Il n'y en a jamais assez, puis j'ai l'intuition, mais c'est peut-être complètement erroné, que les électeurs n'achètent pas complètement la distribution de chèques. C'est-à-dire qu'il y a quelque part l'idée... Pourtant, elle est massive. Hein. Elle est massive, mais tout le monde sait bien que intuitivement, ça ne peut pas durer. Qu'il y a quelque chose que c'est un modèle qui n'est pas structurel. Et que après tout, une fois que vous avez distribué des chèques, vous allez me dire, mais puisqu'on peut le faire une fois, pourquoi est-ce que je pourrais pas en avoir un autre ? C'est ça. Pourquoi je n'ai que ça ? C'est ça. Et donc, c'est là, effectivement... C'est un sujet qui est structurel. Je ne suis pas sûr que la réponse était la plus pertinente. Les vrais sujets de pouvoir d'achat, ça rejoint le débat qu'on avait juste avant. C'est comment on fait pour avoir plus de croissance, des entreprises compétitives et notamment plus de concurrence. Enfin, on a un discours qui est un peu oublié. Les bienfaits de la concurrence pour vanter la souveraineté, comment... Je ne sais plus quels sont les titres des 2-3 membres du gouvernement dans le genre. Et puis la planification. La planification. Voilà. Tu cherchais la planification. Bon, je comprends les idées qui sont derrière pour partie, mais la meilleure manière de redistribuer du pouvoir d'achat, c'est quand même ça reste la concurrence. Et là, en la matière, la politique de concurrence en France, il n'y a pas de grande ambition. Oui, mais ça, tu vois, par exemple, c'est le type même d'idée pas utile. Tu peux pas apporter cette idée-là dans le débat public. Tu te fais défoncer. C'est parce que je pense que le marché est quelque chose de, contrairement à ce qui est dit par les idées utiles, comme tu dis, c'est quelque chose d'extraordinairement riche et d'extraordinairement complexe, qui est fait d'incertitude permanente. La concurrence, c'est l'incertitude, la découverte, et qu'il y a une permanente. Et personne n'aime l'incertitude. Ouais. Personne n'aime vivre dans l'incertitude. Tout le monde, tous ils nous disent, tous les candidats politiques, moi demain, si je suis élu, le monde ira mieux. Et puis on a eu toute cette fable autour du monde d'après, comme si j'étais capable d'arrêter le temps et puis de refaire le monde. On a maintenant la protection, sans arrêt, la protection. En réalité, le monde ne fonctionne pas comme ça, mais c'est beaucoup plus agréable d'entendre quelqu'un qui vous dit, moi, je vais être capable de vous protéger, je vais faire des choses, et on va arriver à une espèce de société idéale où plus rien ne bougera. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la réalité, et c'est beaucoup plus compliqué d'aller défendre la complexité, l'incertitude et des lendemains dont on ne sait pas de quoi ils seront faits. Ouais. Mais tu as la contradiction entre l'immédiateté du besoin et la complexité de mise en place. C'est-à-dire que les gens en ont besoin tout de suite parce qu'ils sont impactés tout de suite avec l'inflation, et en revanche, le chèque part d'une bonne idée, c'est de dire comment on peut essayer d'éviter de saupoudrer à tout le monde, parce qu'il y a plein de gens dont autour de la table on n'en a pas besoin, mais en revanche une grande partie de la population a besoin d'être soutenue immédiatement, et comment on peut faire en sorte que ça soit fait intelligemment pour soutenir nos politiques de agriculture plus locale, bio, donc essayer de résoudre plein de problématiques en même temps, qui demande beaucoup d'efforts et de complexité et de temps pour la mettre en place vis-à-vis du besoin immédiat. Et ça te permet aussi de réaliser que ton mix énergétique, il te sauve la mise par rapport à plein d'autres pays européens. Donc il faut peut-être pousser, mais ça te pousser une politique très long terme. Donc je trouve c'est frustrant parce qu'il y a l'immédiateté du besoin des plus dans le besoin. Et là encore, l'histoire du chèque pour manger sainement, là, mais je trouve ça ahurissant. Mais ahurissant. C'est alors le patron d'Erwan, c'est l'État nounou, mais dans toute sa splendeur. On va pas te donner d'argent parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que tu sois capable de le dépenser. Je trouve ça ahurissant, moi, Cédric. Ça a du sens de flécher la dépense publique d'aide. C'est-à-dire que plutôt que de dire je donne un chèque en blanc et après je le saupoudre en plus à n'importe qui, j'essaye de faire en sorte... Mais enlève des charges aux entrepreneurs qui sont en train de faire cette nourriture saine, si tu parles de nourriture saine, d'emploi local, si tu parles d'emploi local, de réindustrialisation, si tu parles de réindustrialisation. Mais va pas dire aux gens comment dépenser leur argent, c'est un truc de dingue. Il est pas choquant, pour moi il n'est pas choquant que l'État définisse comment ça doit être dépensé parce que ça permet d'alimenter les autres
politique publique. Finalement, on en parlait là, de l'agriculture locale, l'agriculture bio. Si les gens, tu leur donnes 100 €, mais tu leur permets d'acheter n'importe quoi, peut-être qu'ils vont prendre le produit le moins cher parce que c'est ce sur quoi ils vont se tourner, sans pour autant soutenir l'agriculture locale et celle que tu veux pousser et augmenter la valeur ajoutée de nos agriculteurs français ou européens. Donc, c'est sain d'essayer de résoudre plusieurs problématiques à la fois. Non. Moi, je suis en ligne avec Stéphane. Désolé, Cédric. On est les champions de la fiscalité. On fiscalise plus le salarié, on fiscalise plus les épargnants, on fiscalise plus les entreprises. Tout ça, ça aboutit, in fine, ça ruisselle, et c'est payé par le consommateur et c'est payé par les ménages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui est, pour bien vivre à Paris, il faut que monsieur et madame travaillent, alors qu'il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Tout le monde a des sujets de pouvoir d'achat et même, oui, c'est une paupérisation générale de l'ensemble des agents économiques. Quoi, voilà. D'achat, alors ils sont moins importants que ceux qui ne sont pas du tout aisés, mais c'est global. Et c'est vrai que c'est la conséquence de nos choix. On fiscalise partout, et donc ça réduit le pouvoir d'achat. Donc je pense qu'il y a peut-être des réponses à apporter dans l'immédiat, mais il faut traiter les causes structurelles. Il faut réellement qu'on apprenne, et c'est ce que disait Erwan, à faire avec moins d'argent public. Et quand l'argent public manque, par exemple, j'ai beaucoup parlé des retraites, il faut le placer pour le faire fructifier et pour que l'argent public fasse x2 et x3 et qu'on n'ait pas systématiquement un problème, une dépense publique. Erwan. Deux remarques. D'abord, plus politique que mais d'abord, moi je considère que il faut que l'offre soit compétitive. Si ton offre est compétitive et que les gens t'achètent pas, c'est que ton produit n'existe pas. Donc c'est pas à l'État d'obliger les gens à l'acheter parce qu'il a estimé. Mais bien sûr, c'est la meilleure chose. Là où je te rejoins, c'est que pour moi l'État, il est peut-être, pour moi il est un peu choquant, mais il est quand même légitime que l'État flèche la dépense publique. Donc et moi j'ai écrit pas mal de papiers sur le sujet en disant c'est pour ça qu'il faut baisser les dépenses publiques, parce que la dépense publique est intrinsèquement mais qu'il la flèche sur la production, pas sur la consommation. Mais il devrait baisser les charges en réalité. Mais à partir du moment où il dépense de l'argent, il est légitime qu'ils disent tu dois te comporter comme ça, etc. Et c'est pour ça que la dépense publique en tant que telle est une atteinte à la liberté individuelle. Mais là on s'éloigne un peu du sujet. Mais il est normal après tout que l'État dise moi, je pense que ma priorité, ça doit être de manger des fraises tagada. Et donc, t'aides les entrepreneurs qui font des fraises tagada. Je suis d'accord. Mais tu laisses les gens libres quand même à la fin. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas... mais on est dans une logique, toi, dans une logique de... Tu renforces la concurrence, exactement ce que tu disais. De l'État, eux, ils sont dans une logique de dépenses publiques. Mais oui, effectivement... Tu comprends, Cédric, c'est... L'alimentation... Tu renforces la concurrence. C'est la base de tout. Pendant des dizaines d'années, on t'a expliqué qu'il fallait acheter moins cher. Tous les slogans de tous les retailers, c'était « je suis le moins cher ». Et moi, je trouve que c'est oui, mais c'est problématique parce que si pendant des dizaines d'années, on t'a dit « la seule valeur ajoutée que je te propose, c'est d'essayer de trouver le prix le plus bas ». Pas de manger mieux, pas de dire l'alimentation, c'est ce qui fait ta santé dans 20 ans. C'est-à-dire que si tu manges de la merde, tu seras malade dans 20 ans. Et quand tu as les moyens de t'acheter de la nourriture de qualité, ça a un impact plus important si tu arrives... Donc, si... on utilise la dépense publique pour essayer. C'est pas infantilisant. Non, mais on tourne en rond là. De toute façon, c'est un dialogue de sourds. Moi, je te dis, supprime les charges sur l'ensemble des exploitations que tu veux favoriser. Voilà. Et donc, si tu as un déficit de concurrence parce que les gars ont plus d'exigences dans leur processus de production, rétablis la concurrence. Et à ce moment-là, chacun se battra à armes égales. Et le consommateur choisira. Et il n'est pas tout à fait sûr qu'ensuite, il fasse les choix qui sont les choix... Mais ça veut dire que toi aussi, qui achètes la fraise X, t'en bénéficie. La différence entre dire je baisse les charges de l'entreprise, c'est que tous les consommateurs de cette entreprise vont en bénéficier. Là où l'idée, c'est de dire je vais essayer de focaliser cette dépense sur ceux qui en ont besoin. Tu le prends dans un sens ou dans l'autre, je suis d'accord, les deux se défendent, mais en revanche, dans ton cas, tout le monde en bénéficie. Là où le but du chèque, c'est de dire on ne cible que certaines populations. Certes. Tiens, dernier point, je voulais juste, parce qu'il nous reste 5 minutes, un truc qui paraît, c'est l'exemple même de la super bonne idée. On va voir, je ne sais pas si je vous l'ai envoyé, si on va le voir, l'annonce de ce week-end sur Facebook et Simplon, alors formidable Simplon, qui forme aux défis numériques et aux enjeux du numérique, notamment l'ensemble de ceux qui décrochent aujourd'hui. Vous allez voir Simplon, en 6 mois, vous pouvez trouver un boulot très bien rémunéré sans
sans aucun diplôme au départ. Et là aussi, donc, l'Académie du Métaverse, lancée par Meta maintenant, et non plus Facebook. Je sais pas, ça m'a fait... Cédric, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu ton univers. J'avais une drôle de... Mixed emotions sur cette histoire. Je suis d'accord avec toi parce que c'est très partagé. Je pense que c'est très compliqué pour l'État de créer des formations dont ils ignorent tout. Le métaverse, je pense qu'il y a, malgré tous les brillants hauts fonctionnaires qu'on a, ça va être compliqué à l'éducation nationale de se dire, tiens, on va réussir à développer une formation qui va répondre aux besoins des entreprises. Donc, c'est la sphère privée qui doit créer ces nouvelles formations. Ce qui peut être gênant, c'est qu'une entreprise américaine qui va regarder son besoin à elle, va te créer une formation qui va correspondre à son besoin. Donc, ça, c'est le mix feeling dont tu parles. Je trouve qu'il est bien reflété là-dedans. Et si son besoin, en plus, là, t'es pas du tout sûr que ce sera encore un besoin dans 2-3 ans. Enfin, on sait rien, quoi, tu vois. Mais ça, c'est bien. Non, Erwan, non, moi, ça te va j'entends bien les deux points. Cela étant, que des entreprises investissent dans l'éducation, dans les formations des salariés potentiels. Là, c'est pointu, là, quand même. Là, hein. Oui, tu vois, c'est le métaverse, quoi. Finalement, c'est quelque chose qui est quand même considérablement développé ces dernières années. L'enseignement supérieur est aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde un business hyper florissant. Il y a plein d'écoles qui se créent à la fois un peu généralistes et aussi des écoles de formation technique, etc. Et là aussi, là pour le coup, dans l'éducation nationale, on est extrêmement figé. Dans l'enseignement supérieur, il y a deux mondes parallèles avec l'université d'un côté et tout ce business de l'autre qui cartonne et dont on parle très peu, ni en bien ni en mal, alors qu'ils font plein de choses très bien. Mais c'est un secteur qui est impitoyable. C'est-à-dire que tu prends des jeunes, si au bout de 3 ans, les jeunes que tu as formés n'ont pas trouvé d'emploi, ton école ne va pas durer. Ouais. Et donc là, si ça ne marche pas, ça s'arrêtera. Et puis attends, un dernier mot, Nicolas, parce qu'on est au bout. Si tu mets une minute. Ça a toujours existé. On parlait tout à l'heure du 19e, mais l'école des mines, c'était les utilisateurs miniers. Oui, mais c'est l'école des mines, tu vois, c'est pas... c'est un truc... Mais encore une fois, ce que fait Simplon est très très large. Il te donne des outils. Mais là, c'était pareil à l'époque. Mais j'en sais rien, mais là, tu as deux thématiques. Tu as développeur et fonction support. Donc finalement, tu deviens développeur avec une spécialisation dans le métaverse, mais à partir du moment où tu as appris le fonctionnement et les besoins de formation liés au développement, tu pourras rebalancer sur la nouvelle techno qui ira après le métaverse. Mais quand les écoles des mines ont été créées, c'était l'Eldorado de demain. Quand les écoles de chimie d'ingénieurs français ont été créées, c'était exactement la même logique. Vous aviez des employeurs qui ne trouvaient pas la main-d'œuvre. Et donc là, c'est l'Eldorado de demain. Et qui l'ont formé et qui ont fait progresser les techniques. Donc, on verra si c'est l'Eldorado de demain. Il n'y a pas de certitude. Je suis hayekien comme Erwan. On le découvrira. Mais c'est normal dans le process d'avoir des opérateurs qui se disent j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, je vais m'impliquer. Merci, les amis. Bon. Merci beaucoup. Je me faisais un peu l'avocat du diable sur cette dernière thématique, mais il faut bien de temps en temps. Allez, on se retrouve demain pour continuer nos débats. Tiens, on fera pas mal de macro demain. Macro et puis système financier, système bancaire. À demain.